Bonjour. Alors ensemble, on va parcourir une route que vous connaissez forcément. Elle est synonyme d'insouciance, de mer, de soleil. C'est la route des vacances vers la Grande Bleue, vers les plages du Sud. Celle que nos grands-parents ont empruntée à l'époque des premiers congés payés avec leur Citroën Traction. Il fallait bien 2 jours pour joindre Paris à Nice. Ils avalaient 996 km de bitume, les fameux 1000 bornes. C'est une route qui a été célébrée au cinéma, en littérature, en chansons. Il s'agit de la Nationale 7. Cette route si chère aux Français, on va la prendre à Valence, la porte du Midi. Et ensemble, nous irons jusqu'à la mer. Nous ferons une première étape gourmande à Montélimar. Ensuite, nous découvrirons un drôle de musée bric-à-brac qui nous fera remonter à l'origine de la Nationale 7. À Aix-en-Provence, nous apprendrons à fabriquer des santons. Et difficile de passer par Saint-Maximin sans visiter son impressionnante basilique dédiée à la sainte patronne de la Provence, Marie-Madeleine. Nous finirons notre voyage par Saint-Tropez, le petit port mythique de la Côte d'Azur. Et bien voilà, je suis arrivée à Valence, où m'attend mon invité. Bon, il pleut un petit peu, c'est pas grave. Alors, mon invité, vous le connaissez très très bien. Il ne vous est pas inconnu. Il a commencé sa carrière en trio. Ensuite, il a entamé une carrière solo avec succès au théâtre, au cinéma, à la télévision. Et surtout, ces derniers temps, on l'a surtout vu sur les planches avec son dernier spectacle, Alone Man Show. Il s'agit de Pascal Légitimus. Salut, Oui, Pascal. ça va? Oui, comment ça va? Très drôle derrière de faire des grimaces comme ça. Bon, je suis vraiment contente de faire cette route avec vous. Vous n'avez pas le choix. Mais, Obligé d'être contente. Voilà. mais surtout, vous la connaissez bien, cette route. Je la connais Ça vous bien. rappelle des souvenirs d'enfance. Bah, c'est une route que j'ai connue quand j'étais gamin, Oui. donc ça me fait bizarre de la refaire, quoi. Voilà. Alors, je t'ai donné rendez-vous ici parce que ce kiosque, il est connu. C'est le kiosque Péné de Raymond Péné, qui est connu notamment pour les amoureux de Péné. Il Bien essaie des sûr. amoureux. C'est un kiosque mythique pour une route mythique. Ok. T'es prêt? Bah, je suis là. Hein. Moi, je te montre le trajet. J'ai fait le voyage. Il y a mon combi qui est garé là-bas. Je vais te montrer la carte sur le combi. Il y a mon con qui est. D'accord. Ok. Quel temps formidable. Regarde, Oh. il a arrêté de pleuvoir et on va vers le sud, Oh, vers le chouette. soleil. Alors, c'est parti. Donc, je t'ai dit 350 km à peu près. Ouais. Attends, C'est comme ça, madame. c'est comme vas-y, je te laisse C'est faire. un film des Max Brothers. Voilà. Voilà, Valence. Bien. Valencia. Valencia. Là, On va où? pour la Nationale 7, on va descendre jusqu'à Montélimar. Logique. Et là, tu verras, je t'ai réservé une petite surprise. Et on va continuer à descendre tout le Braquage de long. banque. C'est Petit ça. braquage de banque. Et puis, on va descendre jusqu'à Avignon, jusqu'au sud, jusqu'à la Méditerranée. Bah, super, Ça c'est te bien. convient comme programme? Vu le temps, oui, ça serait sympa de retrouver le soleil. Allez, on y va. Hein? Allez. Ah, c'est Bon, marrant. ça hein. va, hein, Écoute, Mais quelle confiance. tu crois pas c'est bien faire? Je suis pas une grande conductrice. Moi, j'ai eu mon permis très très tard. À quel âge? 32 ans. À 32 ans, dis donc. J'ai fait tout très tard, moi. C'est vrai, qu'est-ce que t'as fait de toi? J'ai attaché mes lacets très tard. Non, il y a une chose que t'as faite très tôt. T'as eu du succès très tôt. Ah, du succès. J'ai commencé très jeune, en tout cas, ce métier. Pour mon jeune âge. Non, j'ai commencé, j'avais 10 ans exactement. Je le dis souvent en télé, mais je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas. En fait, j'étais un enfant un peu malade et je ne fixais pas le calcium sur mes os. Donc, Ouais. j'étais limite polio. Ah ouais. Donc, il me fallait du soleil. Donc, ils m'ont mis dans un sanatorium, justement, dans le sud de la France, là où on va. D'où Ouais. je raconte ça parce qu'il y a un lien avec le Avec lieu, la route des vacances. avec la route des vacances. À partir du moment où je suis rentré chez moi, vu que je n'ai pas pu parler ni marcher, donc pendant 2 ans, mon père s'est un peu inquiété, ainsi que ma mère. Et ils m'ont fait faire donc du théâtre. Et ça a été vraiment la plus belle décision que mon père ait prise en ce qui me C'est concerne. le théâtre, en fait, ça s'est fait vraiment naturellement. Euh, C'était une sorte de thérapie au départ et voilà. c'est devenu une passion. Une passion. Petite J'ai secousse rien mangé ce en voiture. matin, donc ça va, je vais pas vomir. Pas de vomi-bag ici, en fait. Non, il n'y en a pas. Bon, d'accord. Mais ton papa était donc dans le milieu artistique, donc ça aussi, ça a aidé. C'est peut-être pour ça qu'ils ont pensé aussi à te mettre dans cet univers-là. Oui et non, c'est-à-dire que... Il faisait quoi exactement, ton papa? Comédien et musicien. Alors, il a démarré avec la famille Légitimus dans les années 50. Il faisait des baloches
Attends, Darling Legitimus. C'est ma grand-mère. C'est ta grand-mère. Ouais, donc, mais c'est une star aux Antilles, ça. C'était une star. Déjà, pour moi, c'est une star pour moi déjà tout Ah, seul. mais même, tout le monde la Oui, connaissait. oui, bah, Darling Legitimus. Rue Cazenègre. Bah, tu sais quoi, je viens de faire le lien que maintenant. Voilà, ok. J'ai Je bien savais fait de pas. venir en fait. Hein. Ce qui t'a fait connaître au grand public, c'est les inconnus. Non, je rectifie, chère madame. C'est le théâtre de Bouvard en 1982. Mimi Mati, Las C'est Palais vrai. Chevalier, Smaïn, Oui, Bernard j'ai pas Campan, connu, mais les extraits, Didier on en voit tout. Bourdon. Ah, c'est comme ça que vous êtes rencontrés. Non, nous on se connaissait avant. D'accord. Mais C'est tout toutes faux. ces personnes-là ont été médiatisées très fortement grâce au théâtre de Bouvard. Comment ça se fait? Comment est née l'idée du trio, les inconnus? Comme dans un entonnoir, ça s'est fait naturellement dans le sens où c'est par affinité artistique et humaine. Voilà. Et on est partis ensemble parce qu'on avait envie à un moment donné d'avoir une identité. Parce qu'on était noyés dans une masse et on s'était dit, bon, c'est super ce qui nous arrive, on est connus, on travaille, on s'éclate. À un moment donné, c'est quoi l'avenir? Et puis on a pris le risque de partir et c'est vrai qu'on a essuyé ce qu'on appelle les galas galères pendant presque 2 ans. 85-86. Il y a eu 1 an et demi de... Voilà, on faisait des boîtes de nuit, des spectacles. Mais on s'est forgé là. C'est là où on a pris notre métier. Et on a scellé notre amitié pendant ces 1 an et demi. Voilà. Quand tu prenais donc la Nationale 7 en famille pour descendre vers le sud, est-ce que vous chantiez des chansons en voiture? Je te dis ça parce que je pense bien évidemment à la Nationale 7 de Traîner. Tu la connais ou pas cette chanson? Oui, oui, bien sûr, je connais National 7. Faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7, que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fait recette. Parce que la recette du jour, c'est une spécialité de Montélimar. C'est Nougat. C'est Exactement, Nougat. c'est ça. Eh bien, je t'emmène chez Viens, je t'emmène avec l'un des plus anciens confiseurs de France de nougat. Il y a même un musée du nougat. Comment on peut faire un musée du Nougat? Oula, moi j'y vais pas. Tu vas pas quoi? Où? Parce que... Mais si, il faut y aller. Non, j'y vais, mais Mais il faut j'attends y que les voitures passent. Mais non, mais à un moment donné, il faut y aller. Allons voir ce magasin, cette fabrique. Bonjour. Ah, vous allez connaissez? bien Ouais, super. Et Pascal. Et vous, c'est? Didier. Bienvenue Charles Soubéran. La combien de génération vous représentez? Ouh, c'est depuis 1837. Alors Donc vous ça êtes, fait- Vous les faites pas, hein? Je ne les fais pas, mais Ah, c'est vous le les faites nougat pas. qui conserve. Ok. On m'a dit que vous souhaitiez fabriquer du nougat. Je suis curieux. Est-ce qu'il est capable? Ah bah non, j'y connais, vous êtes là pour me montrer. C'est vous le patron, hein? Je sais pas. C'est vous le boss. C'est moi le patron. C'est vous le boss. C'est vous le boss. Et moi je suis ravie Ouais, aussi. bah allez-y, oui. allez, je vous invite, allez. Parce que là, bon, c'est Allez. plutôt de parler, mais... Allez-y chez moi, allez, je vais vous faire du nougat, allez. Là, vous avez notre spécialité qui est le nougat de Montélimar. Ouais. C'est vraiment le nougat le plus connu au monde. D'ailleurs, il y a de la pistache dedans. Oui, il y a des amandes et des Il y a pistaches. des amandes, il y a de la pistache. Tout à fait. Et lorsque vous allez le déguster, vous allez sentir le goût du miel. Ouais, Alors là, on travaille sur des miels de la région, miel de lavande, miel toute fleur, que l'on achète à des petits producteurs locaux. Vous avez des brosses à dents? Oui, bien sûr. Cure-dents, brosse à dents. Ok, très bien. Ce miel est vraiment on va dire la grande qualité de notre nougat. C'est ce qui fait que, voilà, d'une part le goût, que notre nougat n'est pas trop sucré et qu'il est équilibré. On va le voir alors. Ah bah génial, on vous suit. Pour faire un bon nougat, il faut une tenue qui se respecte. Ouais. Classe, hein? Non, c'est vrai, c'est des belles vestes Un bon de nougat, il faut cuisinier. une bonne tenue. Ah ouais, avec le col. Ouais, style. Ah, faut mettre ça en plus. Ouais. Marqué front, là, à l'intérieur. Ah oui, front. Ouais, j'avais vu que c'était marqué front. Gna, 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 gna. Bon, allez, qu'est-ce qu'on fait, là? Alors ici, nous torréfions nos amandes. La torréfaction de l'amande, c'est griller l'amande. Le but de cette torréfaction est d'exhauster le goût de l'amande. Si j'ai grillé trop longtemps, mon amande aura le goût de grillé et n'aura plus le goût fruité que je veux qu'elle ait. Elles sont juste dorées, quoi. Elles sont dorées à point. Après la torréfaction, Ok. on va verser le sirop de sucre dans le nougat. À combien Voilà. de degrés c'est 130, 135. Est-ce qu'on a envie de mettre son doigt? Non, mets pas ton doigt. Non. Le sirop de sucre va permettre de déterminer la texture du nougat.
C'est-à-dire, plus le nougat va être tendre, plus la température du sirop de sucre va être basse. Et inversement. Le sirop de sucre, ça se verse avec amour et très lentement. C'est-à-dire qu'on ne se débarrasse pas en versant une grosse quantité. Vous versez tout d'un coup ou vous vous arrêtez? Non, on le verse en flux continu, En flux continu. lentement. D'accord. Alors, pourquoi on fait ça? C'est pour garder la qualité du nougat et notamment sa texture. T'as compris, hein? Ouais, mais alors là, Très Délicatement. doucement. Là, tu imagines la cascade là? Alors, coule doucement, avec amour. Oui. Voilà. Oh, tu le fais bien. Parfait. Question, si le gars il veut faire pipi, vous voyez là je vais faire pipi par exemple, Comment il je fait? fais quoi là? Il appelle son collègue. Je le lâche, quelqu'un me remplace, Tu te retiens. d'accord. Didier, on laisse Pascal, on continue la visite. À tout à l'heure, Pascal. Oh, Ouais, c'est ça, ouais. chaud devant, Alors, attention, chaud Nathalie, devant, je vous apporte les pistaches et les amandes. amandes et pistaches. Alors, là, on arrive à la dernière étape de fabrication. On va rajouter à la pâte du nougat nos belles amandes et nos pistaches. Normalement, on n'est pas obligé de mettre de la pistache pour faire un nougat de Montélimar. Nous avons gardé notre recette ancestrale qui, elle, utilisait des pistaches. Il y a plus d'amandes que de... Il y a 28% d'amandes Ah, et voilà. 2% de pistaches. C'est ça. Mais il arrive à la fin? Oui, non, il y en a encore dessous, là. Tout ce qu'il y a là, faut mettre. Oui, mais bon, on va t'aider, là, parce que Il sinon, y a on s'en sort trois pas. caisses, il y a trois Non, caisses non, de on s'en nougat sort là. pas, on s'en sort pas. Ouais. Merci beaucoup. Ah oui, lui vers ça comme ça. Ah oui, d'accord. Moi je me fais yesh à Mais faire un tout à truc l'heure, il vachement fait quoi, tu classe. peux le faire Et l'autre il verse comme ça. N'importe quoi, je te jure. Alors là, c'est vraiment la fin de la cuisson du nougat. On a retiré le bras qui a servi à mélanger la pâte du nougat. On est en train de préparer le chaudron pour qu'il soit propre tout autour. On va tirer la cuite. Ça veut dire quoi ça? Tirer la cuite, ça veut dire extraire Ouais. le nougat du chaudron. Oula, mais elle pèse combien cette pelle? Ah, tu vois? Tu roules. Oh là Yeah, là, ça c'est oui, pas mal déjà. oui, Ensuite, tu viens oui, jusqu'ici oui. sans renverser, Et à un moment, tu arrêtes de rouler parce que sinon... tu Avec vas- la pelle, je racle. sans te toucher. Voilà. Voilà, Sans- voilà. Ici on est propre, Voilà. madame. Oui, oui. Si on salit tout, il faut tout nettoyer derrière. Maintenant, on va la rouler. Donc, on va égaliser le nougat à l'intérieur du moule. La forme que va avoir le nougat sur les côtés, la hauteur, vont déterminer, entre autres, la forme finale du nougat. Bravo! C'est pas mal, non? Et en attendant, voilà le résultat. Ensuite, on couvre de pain enzyme. Une fois la cuite terminée de tirer et de rouler, Ouais. on va la stocker 24 heures pour qu'elle cristallise et qu'elle prenne sa texture finale. Et ensuite, on va le découper. Le travail que vous avez fait tout à l'heure, voilà ce qu'il va devenir. Et ça va me permettre de vous remettre ces trophées, Oh, c'est gentil. Nathalie et Pascal. Les boîtes rouges. La boîte rouge avec la publicité emblématique d'Arnaud Soubéran. Vous permettez que je vous fasse la bise, bientôt. Didier? Merci. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Nous, on va reprendre la route parce Merci que... à vous Bah, et merci. On a merci trop pour le ce choix. bon moment. Bon, en tout cas, tu pourras faire le malin, hein, et dire que tu maîtrises maintenant la conception Du nougat. du nougat. C'est vrai que je ne suis pas un gros mangeur de nougat, parce que c'est vrai que, voilà, je préfère Tu le... tiens à tes dents. J'aime bien le calisson d'Aix, Oui. voilà, parce que j'aime bien la pâte d'amande, que je sens beaucoup plus C'est vrai, moi, je préfère aussi dans le nougat. calisson. Mais j'avoue que le nougat, c'est... Non, il est exceptionnel, leur Il est nougat. de qualité. Ça, je reconnais. National 7, oui, c'est une route National 7. que mon père a empruntée souvent pour aller dans le sud de la France. Donc, c'est comme ça que tu t'es retrouvé à aller dans le sud en vacances. Oui, parce que mon père avait une traction avant. Il a eu la 12 et la 15. Donc, ces voitures que les FFI utilisaient contre les Allemands dans la guerre à Paris en 39-45. Donc on a eu 2 ou 3 tractions avant et une Dauphine.
Donc je me souviens très très bien que l'attraction avant, on partait donc de Paris, porte d'Ivry, porte d'Orléans, et on traçait jusqu'à Hyères, presqu'île de Gien. On partait le soir, parce que mon père aimait bien rouler de nuit, évidemment c'était beaucoup plus tranquille. On partait vers 22h. Et on voyait le lever de soleil. Et sur le trajet, alors comment ça se passait? Vous étiez tous les 4 enfants à l'arrière, là? À l'arrière, 4 enfants, serrés, avec les bien bagages. serrés. Non, mais c'était vraiment la famille plantue. C'est-à-dire qu'on avait donc les bagages, le casse-croûte, les tupperware. Sur le toit, il y avait évidemment aussi quelques valises dans le coffre. Et tranquille, on faisait donc 1100 km, me semble-t-il. Les fameux 1000 bornes. Les fameux 1000 bornes. 996 Et on passait par la Nationale 7. Et tu attendais avec impatience le départ pour le sud? Mais parce que déjà, la voiture, pour nous, c'était déjà les vacances. D'être confiné comme ça, assise dans une voiture, il y avait déjà un air de vacances. Et quand on voyait le ciel bleu, ensuite la mer, ça y est, de notre tête, on était déjà en train de piquer une tête. Mais avec les parents, vraiment, les souvenirs de vacances, c'est chaque été, direction Nationale 7, Nationale et on 7. partait Ouais, Nationale dans le 7. sud de la France. Dans le sud, ouais. Écoute, là, je t'emmène à Pionlec. Je sais pas si tu connais Pionlec. Avec le mot déjà, Moi, je connaissais pas avant. ça fait plutôt Bretagne, ça, non? Non, Je t'emmène à Pionlec. Pionlec. L'ail de Pionlec est réputé, mais c'est pas ce qui nous intéresse, toi, à Pionlec. Il y a le musée De l'ail. de la Nationale 7. Ah, ok, ah, sympa. Donc, on va peut-être pouvoir retrouver l'attraction de ton père de l'époque. Oh, Et mieux que ça, qu'est-ce qui est mieux que ça? Que dans le l'ail de musée. Pionlec. dans le musée, il y a un truc assez sympa. Tu sais que sur cette Nationale 7, il y a eu bien évidemment pas mal d'objets qui ont été perdus, ou que les gens ont abandonnés. Ou, Les chiens. Non, pas les chiens, je sais pas comment dire. Ça serait affreux, t'imagines. Bah ouais. Il y a une SPA, c'est là où je t'emmène. La Non, non, SPA non, de non. Pionlec. Il paraît qu'il y a une pièce dans ce musée avec les objets trouvés sur la Nationale 7. Oh, ça doit être intéressant, ça. J'ai dit Pionlec? En fait, il faut prononcer Piolinck. C'est Jean-Claude, un enfant de la Nationale 7, qui nous ouvre avec fierté les portes de ce musée, véritable caverne d'Ali Baba. Il a été installé juste au bord de la route, à la sortie du village, en direction d'Orange. Alors, je ne savais pas qu'il y avait un musée, moi, de la Nationale 7. Bonjour. Mesdames, bonjour, bienvenue au Bonjour, musée Jean-Claude, de la vous allez Nationale bien 7, Bonjour, Pascal. à Pionlec, voilà. Vous êtes en plein au milieu de la Nationale 7, encore une partie de la Nationale 7 qui existe de nos jours, alors que par endroits, elle a été déclassée en départementale. Moi, Il je a passe passé devant. son enfance sur la Nationale 7. Voilà. Donc ça va lui rappeler des bons souvenirs. Alors voilà le tracé vraiment de la Le vrai Nationale tracé. 7. Alors savez-vous d'où elle part, la Nationale 7? Exactement, de quel point? Ah, C'est pas la porte d'Orléans? Non, Ah. c'est sur le parvis de Notre-Dame. Ah oui. Sur le parvis de Notre-Dame, vous avez une étoile, et c'est le le point kilomètre zéro zéro. des principales routes de France. D'accord. Voilà. et comment ça se fait que le musée est ici à Pionlec? Eh bien, le musée est à Pionlec parce qu'on a été les seuls dans la tête à avoir cette idée qu'il fallait protéger notre national, que c'est un lieu vital, c'est un lieu de mémoire. D'ailleurs, c'est pour ça que notre association s'appelle Mémoire de la Nationale 7. C'est quoi qui vous a motivé? Eh bien, parce que j'ai vécu au bord de la Nationale 7. Et ça, c'est une bonne raison. Voilà, mes parents tenaient un restaurant dans la traversée du village, un restaurant routier, et j'ai travaillé des années avec eux. Et on a plein de souvenirs de cette nationale avec la clientèle. Et quand on remonte le temps, on a un tracé des voies romaines. Voilà. Et c'est à peu près le même tracé qui suit la Nationale 7. Elle passait à quelques kilomètres d'ici. Alors c'était voie royale, voie impériale, voie nationale, et puis depuis 1871. Et la route de Napoléon, c'est quoi le truc? Alors la route de Napoléon, c'est dans les Alpes. Oui, Elle passe, jusqu'à Nice. Voilà. Je l'ai faite celle-là aussi avec mon combi van. Je suis content pour toi. Ah, station de service. Alors, au début, on achetait d'abord l'essence en bidon de 5 litres. Tous les commerçants qui étaient au bord de la nationale étaient susceptibles de vous vendre de l'essence. Ensuite, on a commencé à voir arriver ces fameuses pompes à essence qu'on appelait bijaugeurs. Bijaugeurs, pourquoi? Parce que vous avez deux verrines. Alors, comment ça fonctionnait? On voulait 10 litres d'essence, on mettait la flèche sur 10, on pompait
ça se remplissait, la verrine se remplissait. Quand elle arrivait en haut, elle descendait automatiquement dans le tuyau pour alimenter le véhicule. On continuait à pomper, c'était celui-ci qui se remplissait, et quand il était plein, il repartait de nouveau vers le véhicule. C'est en quelle année qu'on utilisait ces stations? Ça, c'est dans les années 1920. Mais alors ça, vous les avez obtenus comment, toutes ces choses? Ce sont 90% des dons. Des gens qui lui ont fait qui ont un confiance. plaisir à participer à la Voilà, mémoire de du bouche à oreille, Capiolet, de la il allait se Nationale. voir au musée de la Nationale 7. Et les gens nous ont fait confiance. Nous passons devant le petit bijou de l'association, une voiture électrique qui date de 1942. Waouh! Voiture française de la marque Paris-Rhône. Hein. Voilà, si on avait eu ça à l'époque, on n'aurait pas pollué aujourd'hui. Voilà. Et voilà. pourquoi 42? Parce qu'en 42, il y avait les pénuries d'essence pendant la guerre. Et il y avait des projets de voitures électriques qui étaient sous le coude, qui sont ressortis. Autonomie de 65 km, c'est pas mal quand même. Ouais. Elle pèse presque 500 kg. Vitesse de pointe 30 km/h. Tiens, les Solex, ça te rappelle des chouette. souvenirs, hein? Bah, les Solex, moi quand j'étais au lycée, j'ai vu le film Les 3 jours du Condor, et quand j'ai vu Robert Redford en Solex, j'ai dit ah. Donc je suis sorti du film et je me suis acheté un Solex. C'est deux temps. Le film de Jacques Tati, mon oncle aussi. Tout à fait. Tout le Avec film ça. a été tourné. Tout à fait. Il était au volant de son, au guidon de son Solex. Donc de la 3e à la terminale, j'étais en Solex. Je faisais porte d'Ivry, porte de Saint-Cloud, tous les jours. Oh, joli. Voilà. Alors ici, vous avez un peu de tout. Hein. Donc cette machine à laver de 1915. Hein. Essoreuse à main aussi, des journaux d'époque, grilloire à Les lampes à café, pétrole. moulin à café aussi. Il nous manque de la place pour pouvoir exposer, parce qu'on en a encore dans les Moi, chez réserves. moi, j'en ai de la place, si vous voulez. Les questions subsidiaires, là, je vois ustensiles pour le lavement des bovins. Bovin, oui. Pourquoi faire des lavements à des bovins? Ah, mais peut-être qu'il y avait des problèmes de digestion. Hein, Ah, c'est ça, d'accord. C'était malin. Alors, la caravane que vous voyez ici, c'est une caravane qui nous a été offerte par un habitant du village. On peut monter? Ah oui, oui. Ah, je vois. Surtout Donc, que c'est une Félix caravane Gaston, qui roule encore. Il y a encore des caravanes de ce modèle qui roulent encore actuellement sur la Nationale 7. Bon, excusez-nous, on va Oui, s'enfermer mais- tous les deux. Bonsoir. Si vous avez trop chaud, on pourra mettre le ventilateur. Hein. C'est combien, Madame Irma? Avant de partir, je vais vous montrer une affiche qui est magnifique. C'est cette affiche qui date du début du siècle dernier, hein, dans les années 1900, une marque de pneumatique qu'on appelait Condor, qui était fabriquée à Lyon. Vous en prenez soin de ces objets, Jean-Claude? Ah oui, il faut en prendre soin, mais c'est On notre va patrimoine. prendre soin Hein. de vous, on va vous entoiler, Jean-Claude. Voilà. Pour vous garder intact. Est-ce que je peux vous faire la bise pour vous dire au revoir? Oh, c'est Parce chaud, qu'on- c'est On chaud, doit en c'est avaler chaud. du bitume, là, encore. C'est chaud. On a encore Allez. beaucoup de route. Très sympa, vraiment. National 7, que de souvenirs. Allez, Et là, on va où, là, maintenant? on va jusqu'à Aix. Bon, c'était sympa ce musée, hein? Très sympa. Vraiment, c'est d'un point de vue Ça t'a rappelé des souvenirs? émotionnel, c'était très sympa. On parce n'a pas que, trouvé la voiture de ton papa. bah, l'attraction avant, il y a une chance sur deux pour qu'on la trouve. Mais c'est vrai que c'eût été agréable de la retrouver là. C'est voiture, toi? Ou pas? Je suis pas très voiture, moi. Parce qu'en fait, j'aime pas ce qui pue, ce qui fait du bruit et qui coûte cher. Et moi, j'ai la même voiture depuis 24 ans, une Saab 916 S Turbo. Bah, ça veut dire que t'as une voiture de qualité, dis donc. Tout à Ou bien fait. tu roules très peu. Je roule pas beaucoup, parce que c'est vrai que quand on fait ce métier-là, on est souvent pris en charge. La preuve. Tu sais que tu peux me relayer, hein, si tu veux. Bah, c'est gentil, merci. Non, merci, ça ira. Tout à l'heure, on parlait de, de l'humour français de manière générale, de toutes ces personnes que tu as mis en scène. Est-ce que tu as senti qu'il y avait une évolution entre l'humour des années 90 et l'humour aujourd'hui? Est-ce que tu as été, je sais pas moi, tu t'es remis en question par rapport aux nouvelles générations? Bah, l'évolution qu'il y a eu, c'est qu'il y a beaucoup plus d'humoristes aujourd'hui qu'à une époque. Le stand-up, c'est devenu un peu un phénomène de mode. À une époque, dans les années 70-80, il y avait beaucoup plus de troupes. Le Splendide, avant il y avait les Branquignoles. Les Branquignoles? Ouais, dans les années 50-60. Et ensuite, l'esprit de troupe s'est un peu perdu pour un esprit plus individualiste.
Mais je pense que ça va revenir. Tiens, orange, on y est. Orange. C'est Ah, c'est sympa. il n'y a pas une différence au niveau, je sais pas moi, des vannes, la façon de... Non, en fait, non. c'est la forme qui change, en fait. Le contenu, c'est le même. On parle tous de la même chose. Hein. Tu prends Picasso et Klimt, deux peintres très différents, qui vont peindre une maison, par exemple. Et à l'arrivée, il y aura forcément une forme différente. Pourtant, c'est la même maison. Ouais. Bah, nous, un peu les artistes, c'est un peu ça. C'est qu'on raconte tous la même chose, mais la forme est différente. Et on a tous un peu un univers à nous. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup d'humoristes qui font du stand-up, qui sont très très drôles. Moi, ils me font beaucoup rire. Mais c'est un peu la même forme. Ouais. C'est un micro et de la vanne, voilà. Et ce que je regrette un tout petit peu, c'est qu'il n'y ait pas assez de comédiens là-dedans. Ils jouent pas avec leur corps, en fait, c'est ça? Avec les sentiments, Avec les sentiments, ouais. d'incarner des personnages. Et moi, j'aime bien l'aspect théâtral. Moi, je me considère pas comme un humoriste, en fait. Je suis plutôt un comédien qui fait rire. Donc, ce qui est important, c'est toujours de s'exprimer, de dire les choses, voilà. Tiens, regarde là. Le bel arc de triomphe d'Orange. Le quoi? Le bel arc de triomphe On va prendre orange. des cours dans le dramatique. Le bel arc de triomphe. Le bel arc de triomphe. Il est joli, c'est vrai. Ah oui. Il est d'époque romaine, celui-ci. Ah bon? Il rappelle que c'était une des routes principales pour aller jusqu'en Gaule. C'est une route mythique. C'est une route mythique. N'empêche qu'il est... Une route que Rocco Siffredi aurait pu prendre. La route de la Gaule. Je n'irai pas jusque-là. Oh, bah, tu sais, voilà, c'est de la vanne, hein. Je veux dire, drôle ou pas drôle, j'entretiens mon cerveau de temps en temps. Alors dis-moi, parce que on roule depuis un certain temps, et où est-ce que tu m'emmènes? Alors si je te chante, comme les rois mages en Galilée, Bon, Sheila. suivez des yeux, Ok. toile du berger. Ringo, Sheila. Écoute. On est dans une fabrique de santons. Ah, mais attends, pas n'importe laquelle. C'est l'une des plus célèbres, fabrique de Santon. Et bah tu vas voir la que ça. famille Fouque. On va rencontrer la 4e génération. Il y avait donc la famille Souberan Voilà. pour le Pour les nougat. nougats, mais on a la famille Souk. La famille Souk. Et on va voir la famille Souk alors. Écoute, on va apprendre à faire un santon. C'est un incontournable le santon dans la région. On est obligé, genre. C'est beau. Bonjour. Emmanuel Fouque, Voilà, 4e génération. exactement. Toi, tu sais tout déjà. Ah, et je peux te dire le nom de cette pièce aussi parce que je le reconnais bien. C'est le fameux coup du Mistral. Exactement. Un berger dans le vent que mon grand-père a créé en 1952. Paul Fouque. Toute la symbolique de ce personnage, c'est lutter contre les difficultés. Le Ténacité. berger. Contre vents et marées. Voilà, contre Exactement. vents et marées. Bon, ben, chez nous, c'est le Mistral. Et ça, c'est une pièce de combien de centimètres? Alors celle-là, elle fait 30 cm. Parce qu'il y a des tailles précises hein, pour les Voilà, santons. nous, nous réalisons des personnages qui vont de 2 cm jusqu'à 50 cm. Alors, 2 cm à peindre, c'est un poil. Un poil. C'est ça. On va devoir réaliser ça, nous. Non, on va réaliser sa compagne, la Renaude, et on va la retrouver. Déjà, j'ai réalisé la première partie. Effectivement, elle n'a pas de tête. Donc c'est l'histoire en fait d'un personnage qui ne peut pas épouser le berger. Leur histoire fait qu'ils se retrouvent une fois qu'ils sont vieux et qu'ils ont fait leur vie, et elle lui rappelle qu'ils étaient amoureux quand ils étaient plus jeunes. Bon, alors est-ce que... Alors, on se met au travail? Oui. Alors, dites-nous tout. Alors, monsieur. l'argile, celle-là, elle vient de Valoris. D'accord. C'est une argile de modelage, c'est-à-dire que c'est une argile grasse qui va pouvoir s'assembler très très bien avec de la barbotine, qui va se coller parfaitement. Donc l'argile, on va la mettre à l'intérieur de ces moules hein, qui ont été réalisés en plâtre. Là, on repousse l'argile à l'intérieur, c'est de l'estampage, c'est-à-dire qu'on prend l'empreinte du moule. Tous les visages, toutes les têtes se remplissent comme ceci. D'accord. Alors elle est creuse à l'intérieur pour pouvoir avoir un séchage le plus homogène possible. Et ça fait combien d'années que vous avez repris l'entreprise familiale? 2001. Ah oui, d'accord, ça fait un petit moment déjà. Mais les premiers 100 ans, je les ai réalisés, j'avais 14-15 ans. Ouais. Prendre de la barbotine, qui est de l'argile brassée. Donc on vient mélanger ça avec de l'eau et ça crée cette sorte de colle, vous voyez, qui va permettre l'assemblage du personnage. Pourquoi vous avez laissé un trou dans les deux? Pour le séchage. D'accord. C'est vraiment pour qu'il n'y ait qu'une paroi d'argile et qu'elle soit la plus creuse possible.
Ah, la fameuse presse. Voilà, la pièce. Donc il y a 45 minutes à laisser comme ça. Maintenant, moi, je vais essayer de faire la même chose. Exactement. OK? Ah oui, c'est bien, tu rectifies. Toi, déjà, tu critiques, j'ai rien fait encore, hein? Voilà. C'est bien. Voilà. Une petite renaude. Donc là, on va pouvoir assembler le bras, et Le panier. le panier et les morceaux de cap. Cool. Alors, on va mettre le santon dans le four. Donc, on le poser délicatement. Voilà. Ça, c'est un four qui a traversé les générations. C'est celui qu'utilisait votre père, son Séché. père, Voilà, c'est un grand-père. four qui a à peu près 40 ans. On va le fermer, D'accord. puisque là, on va lancer une cuisson qui va durer... L'épaisseur du four, t'as vu ça? Ah oui, oui, c'est tout en briques réfractaires. Donc là, on va lancer une cuisson qui va durer 30 heures 30 heures. et qui va me permettre d'atteindre 1000 degrés. Là, on est dans l'atelier peinture. Bonjour, Bonjour. atelier peinture. Nathalie. Vous avez fait Caroline. Enchantée, Caroline. Caroline. Enchantée. Je suis en train de peindre la création de l'année, le menuisier, Ah, bon, on le voit, elle a terminé, devant son établi. devant son établi ici. Donc il paraît que vous voulez vous essayer. Bah ouais, pourquoi pas, soyons Allez, fous. ben, je vais vous laisser mon pinceau, mon fauteuil, et c'est à vous. Il faut mettre une deuxième couche ou c'est une seule couche? Absolument pas. Ah, ça c'est Non. l'avantage aussi de la peinture à huile. Une couche suffit. Oh là 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 là. Super. Non mais oui, vous y êtes. Oh c'est là là parfait. là. Franchement, Non, c'est bien. c'est pas mal. Moi, je suis fière de moi. Ouais, t'es la seule. Oh, le goujat. Que c'est joli. Il y en a plein, là, de son Il y a temps. beaucoup de couleurs. Il y a toutes les tailles possibles. C'est vrai que les enfants, ça c'est pour les adultes entre autres, mais les enfants peuvent s'amuser à composer une petite crèche. Oui. Ils n'y pensent jamais assez. Et tu la ressors chaque Noël. Oh, les petits moulins. Ah, il y a un petit moteur à l'intérieur. Ouais. Sympa. Ça, c'est une grosse pièce, hein. 70 cm, c'est les plus grosses. Frédéric Mistral. Ouais. C'est Ça, joli. c'est vraiment... c'est ce qu'ils peuvent faire de plus grand en son ton. C'est vraiment Pas des mal, belles hein. pièces. Ouais, c'est bien. T'as vu tout le travail sur les pièces moyennes, t'imagines, pour une pièce comme celle-ci? Il y a la dame Catherine qui arrive. Alors là, c'est particulier. Là, vous Donc avez une c'est- crèche, une grande crèche familiale. Vous avez dans le premier plan, ici, les santons qui ont été faits par Paul Fouque en 68. Ça lui a valu la distinction de meilleur ouvrier de France. Il y a 1000 heures de travail quand même sur cette partie-là. hein. Et au niveau des personnages, est-ce qu'il s'est inspiré d'habitants du village ou de sa famille? La crèche en Provence, à la base, on reproduit la vie du village. Ceux-là, on va les habiller de fines feuilles d'argile. Donc il n'y a pas de moule, ils sont uniques en fait. On a l'impression d'avoir du tissu alors que tout est fait d'argile. C'est vrai, ça flotte. Voilà, et puis après, le reste de la crèche, vous voyez qu'on a toujours les petits santons dans le haut qui donnent un petit peu la perspective, l'éloignement. Et puis au fur et à mesure qu'on se rapproche avec la transhumance qui arrive, eh bien vous avez des santons de différentes tailles. Donc, Merci beaucoup. Et puis nous, on va y Bon, aller. bah, parce bientôt, que oui. On a le encore de rayon la route. soleil, Hein. maintenant, profitez. Eh ben écoute, c'était bien sympa, Sympa, d'apprendre tout ça. À chaque fois, tu vois, je prends l'accent, t'as vu, hein? Voilà. Dès que je... Attends, je tourne. Je t'en prie. Yo. Nous quittons Aix et ses santons pour poursuivre notre voyage vers le massif de la Sainte-Baume. Notre prochaine étape, le village de Saint-Maximin, dont le patrimoine religieux est célèbre bien au-delà de la Provence.
Après les Santons, je te propose de rester dans le même univers. On passe par Saint-Maximin, d'accord, on y est. Et ce qui est assez étonnant dans cette petite ville, c'est qu'il y a une basilique. Oui, ça je le savais. Une basilique qui abrite des reliques de Marie-Madeleine. D'accord. Et on a rendez-vous avec Anna, qui est guide conférencier et qui va tout nous raconter. C'est vraiment un lieu qu'il faut visiter. Quand on Alors passe c'est en dommage voiture. qu'il fait beau, puis on va aller à l'intérieur. Oui, c'est vrai. Hein, c'est Mais- mal foutu cette histoire. Ouais, mais on va dans un lieu sacré. Ah, elle est grosse quand même. Hein. Mais elle est impressionnante. Et c'est étonnant quand même, une basilique Pourquoi dans une aussi petite Mais ville. pourquoi Eh ben, on va le savoir. Madame, vous allez nous l'expliquer. Bonjour. Bonjour, Pascal. Anna. Bonjour Anna. Ma belle-sœur. Bonjour. Ah, alors nous voilà devant la basilique Marie-Madeleine. Pour comprendre les raisons pourquoi justement on a construit une telle bâtisse à cet endroit-là et pas ailleurs, il faut se baser sur la tradition provençale qui affirme qu'après la crucifixion du Christ, de certaines personnes ont été jetées dans une embarcation sans rame, sans voile, jetées à la mer. Il y avait Marie-Madeleine, son frère Lazare, sa sœur Marthe, et on dit que c'est la Providence qui les a fait atterrir aux Saintes Maries de la Mer. Et à partir de ces moments-là, ces personnes se sont dispersées et ont commencé à christianiser la Provence. Marie-Madeleine, au moment où c'est devenue une femme relativement âgée, on raconte qu'elle a été prévenue par le ciel que ce jour s'achève et sa dernière volonté était de rencontrer Saint-Maximin, son compagnon de voyage. Et on dit qu'ils se sont rencontrés ici, quelque part. Marie-Madeleine est décédée et son ami l'a enterrée à l'endroit même où aujourd'hui se trouve la basilique. C'est pour ça qu'on trouve des reliques de Saint-Madeleine ici, Voilà. à Saint-Maximin. Donc son tombeau, il est en dessous. Et voilà. On peut le voir, hein. C'est absolument. Ah ben on y va. On va voir. La basilique, c'est un lieu de pèlerinage. Et pour pouvoir bâtir une basilique, il faut absolument la permission du pape. Et cette permission pour bâtir la basilique à Saint-Maximin a été obtenue par Charles II d'Anjou. C'est lui qui est à l'origine de cette basilique. La construction de la basilique a duré 250 ans. Elle est de style gothique. C'est le style gothique, c'est vrai. Cette basilique est faite à l'image de la Sainte-Chapelle, à Paris, absolument, voilà. Mais c'est un style, ce n'est pas le pur gothique. C'est le style gothique provençal, beaucoup plus lourd, beaucoup plus trapu, n'est-ce pas? Ça, c'est gros, ça. C'est la chair. À un certain moment, il y a des travaux d'embellissement qu'on a entrepris à la basilique et la chair, c'est la deuxième étape de cette très très grande campagne d'embellissement. Elle est faite en bois de noyer. On peut monter, on a le droit de monter. Mais normalement, on ne monte pas. Ah ben, je monte pas, je respecte. L'orgue de Saint-Maximin, la troisième partie de cette campagne d'embellissement, était construite en 2 ans entre 1772 et 1774 par un frère dominicain, un frère convert, Jean-Esprit Isnard. Cet orgue possède 2960 tuyaux. C'est le chœur Donc là, on est liturgique. dans le cœur. C'est marqué chorus. Le chœur liturgique de la basilique. Voilà. C'est par là où les frères dominicains ont commencé cette campagne d'embellissement de la basilique. Les stalles qu'ils ont construits, c'est tout simplement un petit strapontin, mais qui comporte cette partie qu'on appelle la miséricorde. Cette petite partie permettait de s'asseoir discrètement, de se reposer, tout en paraissant debout. On peut essayer? On peut venir se reposer? Je vous en prie. Ah, c'est malin ça. Toi, tu es tellement grande que tu fais assis. Oui, c'est vrai. En fait, comme ils étaient assez petits, en fait. Voilà. Là, je suis assis. Pour ceux qui étaient malades, justement, quand les messes duraient très longtemps. Qui étaient malades, qui étaient âgés. Voilà. Alors, je constate quand même que le style de ce chœur n'a rien à voir avec le reste de la basilique. Il est plus chargé. Je dirais même qu'il est baroque. N'est-ce pas? Est-ce que Est-ce j'ai que c'est raison? ça, Anna?
Il y avait un personnage dans la vie de Saint-Maximin, M. Louis Rostand, c'était un historien, un architecte. Et quand il venait là, ici, quand il s'est placé à cet endroit, il disait « c'est une église baroque dans une église gothique ». Voilà. Ouais, c'est vrai. Ça correspond à la première partie de cette campagne d'embellissement de la basilique. Parce que c'est autour de cette petite pièce que toute la basilique a été construite. Ah oui. Voilà. C'est là, ici, à cet endroit, que Charles II d'Anjou a retrouvé les reliques de C'est Marie-Madeleine. impressionnant quand même, parce qu'on a le crâne de Marie-Madeleine. Elle avait une petite tête, hein. Oui. Petite femme pas très grande, j'ai l'impression. Absolument. Et c'est un tombeau qui est très important, parce qu'il y a un tombeau à Jérusalem, donc c'est le tombeau du Christ. Le deuxième tombeau, on va dire le De Saint-Pierre à Saint-Pierre à Rome. Rome. Voilà. Et le troisième tombeau de Marie-Madeleine, puisque c'est elle à qui Jésus est réapparu, n'est-ce pas? Il y a aussi le quatrième tombeau du soldat inconnu, aussi, sous l'Arc de Triomphe. Voilà, ça c'est dit. Très bien. Bref, le sarcophage de Marie-Madeleine, qui est fait en marbre, qui est travaillé tellement, d'une façon tellement fine, que ce sarcophage est presque translucide. Alors là, je voudrais attirer votre attention sur cette une des premières représentations dans le monde chrétien de la crèche. Là, vous voyez l'enfant Jésus entouré par les animaux, la Vierge Marie souriante, le roi mage qui arrive, et comme il se doit, Joseph brille par son absence. Mais ça date de quand, ça? Ben, c'est le 6e, 4e et 6e siècle. Et c'est sculpté sur le couvercle de ce sarcophage. Merci beaucoup, Anna. Bien, super. Bon, on va se quitter, hein, à regret. Les hommages, madame, merci. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Je vais faire la bise, Anna. Merci beaucoup. C'est intéressant cette visite de la basilique avec Anna. Et moi, j'adore tout ce qui est historique, passé, comment les choses sont nées, et puis surtout l'aspect spirituel et mystique de certains lieux qui sont chargés en ondes telluriques ou en ondes mémorielles. Je trouve ça très intéressant parce que tu as l'apparence, puis tu as ce qu'il y a derrière, et quand tu creuses un peu, tu retrouves toujours une origine qui te permet un peu toi de te guider dans ta vie. D'apprendre des anciens, c'est toujours intéressant. Tu as une formation spirituelle, tu as été au catéchisme. Moi, j'ai été élevé côté arménien, donc je suis baptisé dans une église catholique. Mais plus tard, j'ai fait du catéchisme et j'ai eu la chance de rencontrer Monseigneur Lustiger. Ah bon, tu l'as rencontré? Parce qu'avec mon ami Eric Sivagnan, on cherchait un local pour faire du théâtre. Il nous a donc octroyé très gentiment un local rue Claude Lorrain. Et dans ce lieu-là, qui était un lieu de scout, on a aménagé une petite salle de spectacle. Et là, on donnait des cours en amateur, on faisait nos petites bricoles, on faisait nos petites pièces pendant 3-4 ans. Et c'est là que j'ai rencontré Éric Assous, le fameux auteur de pièces de théâtre. Et c'est grâce à lui que j'ai joué son premier spectacle de café-théâtre qui s'intitulait « Le jour le plus con ». Tout ça pour dire que Monseigneur Lustiger était important dans ma vie. Donc la religion, en tout cas l'Église, a participé à mon éducation théâtrale. Et c'est pas très loin que j'ai acheté mon premier album d'Earth, Wind & Fire, en 1973. Et au début de la rue Michel-Ange, à droite, il y avait une boutique import-export, avec des disques américains. Et je passe avec mon pote, et on voit un album blanc, avec des blacks un peu comme ça, sautillants, avec des coupes afro. Je dis, tiens, ça a l'air pas mal ça. Je rentre dans la boutique et je dis au vendeur, bonjour monsieur, est-ce que je pourrais écouter donc l'album qui est en vitrine? Il me dit pas de problème. Il me met les premières mesures. Je dis c'est génial. Mais j'avais pas d'argent. Je dis écoutez monsieur, je reviens demain. Je repasse le lendemain. Il me dit je ne l'ai plus. Il dit pourquoi? C'est votre copain qui l'a acheté. Ouah l'enfoiré. Il dit mais j'en ai un autre, celui d'avant, qui est un album qui est bleu, qui s'appelle Feeling Blue. Je dis je peux écouter. Il m'a mis les premières mesures. Je dis waouh j'achète. Et donc depuis 1973, je suis le groupe Earth, Wind & Fire, qui est mon groupe à moi, mythique. D'ailleurs, sur mon iPod, sur tous mes... Tu as cette musique-là qui je dois avoir 250 morceaux d'Earth, Wind & Fire. Et c'est vrai que ça me met en joie quand j'entends ces morceaux-là. Et ça me rappelle mon enfance. Il y a une espèce de... Alors, attends.
Mouche. Mouche. Elle est partie. Je sais pas. Légitimouche. Avec Pascal, nous aurions pu filer dardard jusqu'à Nice ou Menton, mais impossible de passer à proximité de Saint-Tropez sans y faire une halte. C'est pour ça que, sans hésiter, nous prenons la direction du plus mythique des ports varois. Bon là, j'ai fait une petite infidélité à National 7. Ouais, je vois. Alors. Tu vas dévier, pourquoi? Parce que j'avais très envie de voir la mer tout de suite. Et surtout, Saint-Tropez, c'est quand même un port mythique. Pour une route mythique, je trouve que ça a du sens. Ouais. Ça justifie. Et je te propose, par moi, qu'on aille se promener au bord de l'eau, qu'on aille taper des boules. La pétanque, t'es d'accord que c'est quand même le sport mythique de la Provence? Ah bah la pétanque, moi j'ai chez moi dans mon jardin, j'ai la chance d'avoir un terrain de pétanque. Donc, bon, je connais bien la pétanque. je vais voir si tu maîtrises la pétanque. Si on va à la place des Lys, Ouais, la place des Lys. c'est là à où faut gauche. aller. C'est à gauche ici? Ouais. Ah, tu connais bien alors, hein? Oh, bah, écoute, Saint-Tropez, il y a eu à une époque le festival de la fiction française qui a été remplacé par La Rochelle. Ouais. Donc je venais de temps en temps dans la région. Et là tu vas à droite. À gauche, tu veux dire peut-être? Oui, à gauche, c'est bien aussi. Voilà. Ah. Et là tu vas aller là. Et voilà, on y arrive sur notre place des Lys. Donc on est sur la place des Lys, hein, la fameuse. Ça y est. Bon, on a posé la petite camionnette Bonjour, les rouge. pétanqueurs, ça va? Et là on déambule. Mais oui, parce que j'aimerais bien. Bonjour. Bonjour, Nathalie. Bonjour. J'espère qu'on vous dérange pas. Ma belle-sœur, Mon beau-frère. mon beau-frère. Aïe, Salut. oh là là. On peut écraser les doigts. T'as vu ça un peu? La poigne. C'est- Comment? On va jouer peut-être tous les trois contre les trois tropéziers. Oui, et Ça vous, fait un peu pourquoi ghetto là, non? Avec les deux là. Vous n'êtes pas trop plaisir, vous? Si, mais on va jouer contre Bon, on va ok. jouer. D'accord. pétanque. Il y a des Très boules. bien. Allez Janine, on prend l'accent. Alors, Tu essayes de t'approcher le plus près du bouchon. Jacqueline, Morissette, tu appelles tous les prénoms. tu vois toi. le cochon? Tu te rapproches du cochon. Vas-y. Près du bouchon. Bon, d'accord. Si tu touches le bouchon, c'est nickel. J'ai déjà joué à la plage, la pétanque, ça devrait le faire. Attention. Oh là là. C'est pas mal. J'y vais? Tu veux tirer? Non, je tire pas moi. Oh là là. Je vais tirer dans les deux. Moi, tactiquement, je me serais mis devant pour les gêner. Ouais, mais on a l'avantage, il faut en tirer une. Ah, vous voyez, le gars, il bloque et je suis. Voilà. Un peu déhanché comme ça. Et c'est parti. Ouais, bon. Ah. Ah, Ouais. Et ça fait combien d'années que ça existe, la pétanque? Ça a été inventé dans les années 1900 à La Ciotat. à la Ciotat, c'est Par ça. quelqu'un qui était infirme en fait, qui ne pouvait plus jouer au jeu provençal à la longue et il s'est mis sur une chaise roulante et il a joué à la pétanque. Il a inventé la pétanque. Il s'appelait Jules Lenoir. Vous êtes un pro, vous? Disons que je jouais à un bon niveau à une certaine époque. J'ai été champion de France en 2008 corporatif, Ouais. en 2009 en FSJT. Je suis contente de vous avoir dans notre équipe. Ben, moi aussi, vous pouvez t'aider. C'est à qui de jouer? C'est à nous. Allez, allez, allez. Non, 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 Ah, trop un peu fort. trop long. C'est pas mal. Mais là, tu vas à droite aux élections. Fais attention aux élections. Hein. Trop à droite. Aux élections, c'est pas bon, ça. Non. Ah. Christophe, Oui. est-ce que vous avez un club, une association? Comment vous faites pour... Ça s'appelle la boule tropézienne en fait et on est 220 joueurs. Ah, quand même. C'est le deuxième plus gros club de Provence-Côte d'Azur. Avec nous, ça fait 222. Et on a la chance. C'est ça. D'ailleurs, si on gagne, vous avez droit à un maillot. Ouais, vous nous laissez gagner. Moi, je veux le maillot. Hein. Oula, c'est fort, ça. Regardez-moi ça. Je suis fière de moi. Alors, Joël, Allez. merci. Il y a de l'avenir au bout. Merci Non. beaucoup, Christophe. Un grand plaisir. Je vous en Alors prie. Jean, j'ose pas vous serrer la main, je préfère vous faire la bise. Moi aussi, vraiment. Je tiens mes doigts. Pascal, merci pour tout. Monsieur de l'Amical, merci. Donc, vous avez été tous les deux très bons.
On va commencer par... Alors elle, c'est XL, c'est sûr. XL. Et moi, c'est small. Et toi, c'est small. Mais oui, attends, t'as vu Vous comme n'avez pas t'es- le compas dans l'œil, Christophe. Small. Merci beaucoup. En tout cas, moi, je suis fière d'avoir mon t-shirt spécial la boule trapézienne. En Cool. plus, on a fait une belle partie. On Ah a ouais. gagné Oui, 13 à oui, 12. il est, voilà. Mais Pascal, toi, tu vas rentrer à Paris? Oui, parce que j'ai un avion à prendre. Ouais, moi, j'ai envie de voir la mer avant de repartir. Ah ouais. Je vais te remercier encore d'avoir Mais fait ce merci voyage à avec toi. moi. C'était vraiment très cool. C'était très convivial, très Ouais. sympathique. On a Bah, appris plein de choses. Bon, bah à bientôt. Ouais, merci À bientôt, beaucoup, peut-être ouais. avant. Au revoir, Pascal. Et merci. Au revoir. Et bien voilà, on est arrivé au bout de cette route des vacances. C'est pas les vacances ici. Le ciel bleu, le soleil, la mer, on est bien là. Alors j'espère surtout qu'on vous aura donné envie avec Pascal de faire cette Nationale 7. On est heureux sur la Nationale 7. Alors c'est vrai que prendre l'autoroute ou le train, on arrive plus rapidement vers les plages du sud, mais c'est pas le même voyage. Avec la Nationale 7, on prend le temps de flâner, de découvrir notre patrimoine, de faire de belles rencontres, d'aller dans les coulisses des entreprises françaises. C'est un voyage qui est enrichissant. Alors j'ai laissé Pascal avec ses amis et moi je vais reprendre la route pour vous préparer de nouvelles routes mythiques et je vous dis à très bientôt.